Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission spéciale Tous Frères consacrée à la Nouvelle-Calédonie. En mai 2024, elle a été secouée par de violentes émeutes qui ont laissé des blessures profondes. Alors comment le territoire réapprend-il à se tenir debout ? Et comment les chrétiens, portés par la fraternité, contribuent à faire grandir une paix durable. Presque 2 ans après les événements, allons à la rencontre de celles et ceux qui désirent vivre l'espérance du destin commun en Nouvelle-Calédonie. Pour nous accompagner dans cette émission spéciale, 2 invités. Carlène Thériat, vous êtes fondatrice de l'association Solidarité Rivière-Salée, créée d'ailleurs après les émeutes pour accompagner au mieux les habitants. Et le père Jean-Paul Pouillet, que l'on connaît bien dans cette émission, curé de la paroisse de La Foi. Merci à vous d'être avec nous et bonjour. Et avant de discuter ensemble, Bonjour. retour sur les événements. Nous sommes en mai 2024. Les élections provinciales qui élisent les nouveaux représentants des institutions calédoniennes sont programmées dans quelques mois. Mais dans le même temps, à Paris, la question du corps électoral est débattue. Cela est perçu comme une menace et dans un contexte de tension communautaire, Nouméa s'embrase. Reportage de Julia Ramirez. Dans la nuit du 13 au 14 mai 2024, Nouméa s'embrase. 3 hypermarchés notamment brûlent en plein cœur de la ville. Le lendemain, les habitants découvrent l'ampleur des dégâts, des commerces incendiés et pillés, une odeur de plastique brûlé plane dans tout le chef-lieu. Des émeutes éclatent, des barrages sont installés. La cause ? À 17 000 km à l'Assemblée nationale, une réforme constitutionnelle est examinée, celle du dégel du corps électoral. Une mesure qui envisage d'ouvrir le droit de vote à certains résidents, ceux installés depuis plus de 10 ans dans l'archipel. Selon les indépendantistes, cette mesure met en péril la représentation des Kanaks au Congrès calédonien et aux assemblées de province. Les autorités annoncent alors un couvre-feu à Nouméa de 18h à 6h du matin. L'état d'urgence est établi durant 13 jours. Le bilan est lourd, 14 morts et plus de 975 blessés. Les dégradations matérielles s'élèvent à environ 942 millions d'euros. La mesure du dégel électoral est abandonnée avec la dissolution de l'Assemblée nationale le 9 juin 2024. Le couvre-feu perdure 6 mois, jusqu'au 2 décembre. 21 mois après les événements, le calme se maintient, mais l'économie et le tourisme peinent à repartir en Nouvelle-Calédonie. Alors, nos invités sont toujours avec nous. Merci. Père Jean-Paul Pouillet, vous êtes donc curé de la paroisse de La Foi. Plus d'1 an et demi après, comment avez-vous vécu ces événements ? La commune de La Foi se situe en Brousse, c'est-à-dire hors de Nouméa. Et c'est vrai que la Brousse a été moins touchée par la violence, mais puisque nous sommes dans le même pays, il y a eu des impacts et des répercussions. Ça, c'est certain aussi, de cette tension générale qu'il y a eu et qui n'est pas encore pleinement apaisée. Carlène, qu'est-ce que ces émeutes ont mis en lumière ? Est-ce que c'est une forme de fragilité de la paix et de l'unité ? Oui, donc du coup, ça a mis en lumière les inégalités qui existaient bien avant. Ça a causé aussi le fossé voilà, entre différentes classes sociales. Et en fait, ça a vraiment mis la lumière sur on va dire, les quartiers populaires tels que Rivière-Salée où nous sommes en fait. Père Jean-Paul Pouillet, je vous voyais hocher de la tête. Quels sont les moyens d'action que l'Église, dans ce contexte, a mis en place ? Eh bien, je pense que l'Église peut être un des lieux où des ethnies différentes ou des personnes avec des options politiques différentes peuvent se rencontrer. Et donc, ce que l'on a mis, c'est de pouvoir continuer à célébrer ensemble, à se réunir. Et donc, ces espaces de rencontre ont été un bienfait, une petite bouffée d'oxygène, parce que sinon, on était repliés. Votre reportage le dit bien. Sous couvre-feu, il y a cette angoisse permanente et donc cette méfiance vis-à-vis des autres. Et il fallait des lieux de rencontre. Ça a été le cas pour l'Église et ça a été le cas pour les associations qui se sont montées comme Solidarité RS. Donc l'Église a tenté de rassembler, mais Carlène, la parole des religieux, elle est écoutée en Nouvelle-Calédonie ? Elle est partagée, oui, sur certaines communes ou certaines
ethnie, communautaire, oui, la religion, elle fait place hein, dans la vie d'un Calédonien, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que suite aux événements, beaucoup d'églises aussi ont été pris d'assaut. Voilà, on ne comprenait pas en fait le pourquoi du comment de ces jeunes qui se rebellaient et qui attaquaient aussi des églises. Donc, c'était un peu une première pour nous, les Calédoniens. Voilà. Et, Mais et c'est vrai que la religion, elle fait place, oui, elle fait place dans le cœur d'un Calédonien. Hein. alors justement, Carlène, vous le disiez, Père Jean-Paul, comment l'Église, et vous en particulier, avez accompagné moralement et spirituellement vos paroissiens, mais aussi plus largement les habitants? L'image qui m'est venue quelques jours après le début des émeutes, ça a été l'image de l'oxygène. Vous savez, en avion, on nous dit le masque à oxygène en cas de turbulence va tomber. Et donc, les encouragements que j'ai pu donner, c'est de dire aux gens, il vous faut avoir ce masque d'oxygène, il vous faut continuer d'aimer, de prendre soin les uns des autres, de prier et de vous accrocher à cela parce que dans une zone de turbulence telle qu'on l'a vécue, on avait l'impression que tout s'effondrait. Voilà, des magasins pillés, ben ça a pu se voir, mais des lieux de soins, des gens dialysés qui ont été empêchés de circuler pour aller se soigner, des écoles qui ont été détruites et même des églises, ce qui est incompréhensible. Vraiment, dans le contexte calédonien, c'est de la violence gratuite et j'allais dire même un tabou qui a été franchi, enfin un interdit de toucher à des lieux comme ça qui ont été extrêmement graves. Et donc, il fallait cette bouffée d'oxygène que la foi chrétienne peut donner, mais aussi la solidarité, l'amour et le partage fraternel. Il fallait resserrer les liens pour tenir. Eh bien, l'accompagnement moral, il est aussi dispensé par les associations comme le Secours catholique, notamment à Nouméa ou à Poya. Dès les premiers jours, l'association a dû adapter son action dans les tribus comme dans les quartiers populaires. Reportage de Stéphanie Abastobi et Margot Bach. Pour nous, le planning de la journée, ce sera de faire une petite vente solidaire éphémère directement à la commune de Poya. Et donc ça nous permettra aussi grâce aux recettes qu'on va récolter de cette vente solidaire, d'aider aussi d'autres familles qui sont en difficulté. Dans ces cartons, des vêtements, des chaussures ou encore des jouets. Dans les locaux du Secours catholique à Nouméa, Ronnie, animateur du réseau en solidarité, vérifie qu'il n'a rien oublié. Car pour arriver à Poya, il faut compter près de 3 heures de route. On transporte de tout. On transporte non seulement des vêtements, du mobilier, aujourd'hui avec des matelas quand on en a, mais également de l'alimentaire. Le camion solidaire naît au lendemain des événements de 2024. Pour le Secours catholique, l'urgence est claire, il faut acheminer les denrées alimentaires à petit prix. Une initiative qui continue encore aujourd'hui. Tu mets devant, Emery. À Poya, les habitants les attendent déjà. Certains viennent des tribus voisines pour cette vente éphémère. Tu as des lots d'enfants comme ça là ? Ça c'est 100 francs. Après seulement quelques heures, le chargement du camion solidaire a presque été vendu. Mais avant de repartir sur Nouméa... Ok, là ils sont partis juste déposer une commande, mais après nous on reviendra, on repartira ensemble déposer directement là-bas. Oui, là chez Angèle. Ça marche. Ronnie observe ces échanges, ces sourires, ces saluts renouvelés. Il sent que quelque chose s'est transformé depuis la crise. Aujourd'hui, c'est vrai que les émeutes ont plus renforcé le lien avec les gens. Ce lien de solidarité, ce lien d'entraide. Et nous, ça nous permet d'avancer, pas essentiellement qu'avec nos équipes, mais essentiellement avec justement nos populations, avec justement les personnes en tribu, avec les institutionnels, et qu'on puisse co-construire tous ensemble à un but commun. Sur les routes, le Secours catholique apporte de l'espoir. Mais dans la capitale, d'autres familles peinent aussi à se relever. Et normalement, au rayon enfants, vous avez la même chose, des petites choses à donner aussi chez les enfants. Oui. Vous voulez regarder ? À Nouméa, c'est auprès des boutiques solidaires que les familles se tournent pour s'en sortir. Quand c'est moins cher, je profite avec mes enfants pour venir chercher ce qu'ils ont besoin. Surtout pour les bons alimentaires, ça coûte pas cher. Ici, j'aime bien l'accueil. Et dans les autres magasins, c'est trop cher. C'est pas abordable pour nous qui avons des petits revenus. La fréquentation de la boutique ne faiblit pas. Bien au contraire. Pour Marie-Françoise, la présidente du Secours catholique, la précarité a augmenté.
Le travail de bénévole a changé depuis les événements de 2024, car nous avons une augmentation énorme des demandes, bien sûr, et puis beaucoup plus de personnes nous sollicitent parce qu'ils viennent dans nos espaces boutiques ou autres pour de l'accueil, de l'écoute. On a aussi des nouveaux profils, comme par exemple des personnes qui ont des petits salaires, qui parfois doivent choisir entre se nourrir ou bien se loger. Et pour la responsable, l'enjeu va au-delà de la simple distribution. Donner de la solidarité aux autres, c'est un message d'espoir qui est assez fort pour garder l'espoir pour ce pays. Espérer, croire en l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, c'est aussi le message véhiculé par l'aumônier du Secours catholique. À Rivière-Salée, quartier meurtri par les émeutes, la reconstruction passe aussi par la foi. La messe est célébrée par le Père Michel et ce dimanche est un grand événement pour les paroissiens. Nous avons la grâce d'accompagner nos enfants de la catéchèse qui vont recevoir pour la première fois le sacrement de l'Eucharistie. La communauté accompagne ses enfants dans leur première communion. Ici, l'église a été fermée pendant plusieurs semaines lors des événements de 2024. À partir du 13 mai, on a cessé de célébrer parce qu'il n'y avait pas de sécurité du tout et puis il n'y avait pas accès à l'église. Donc voilà, tout le monde était retranché dans leur domicile par crainte, par peur. Donc j'avoue que c'était difficile à vivre. Prière ensemble, se retrouver autour de la messe. Le Père Michel, curé et aumônier du Secours catholique, garde espoir. Il rappelle que la paix reste possible. Les gens reviennent avec le sourire et puis c'est toujours dans l'espoir de retrouver cette paix intérieure, mais c'est ce destin commun, c'est ce vivre ensemble, c'est quelque chose qui doit nous parler. C'est par les cœurs qu'on va reconstruire un chemin de foi, un chemin de lumière. C'est parce que il faut s'écouter, se parler d'abord avant. Moi je dis toujours, c'est de toujours faire confiance au Seigneur. Le Seigneur est toujours là. La guérison passe par la reconstruction des bâtiments détruits, mais aussi par ces temps de prière où chacun retrouve un peu de paix et de confiance. Dans les tribus, à Nouméa et ici à Rivière-Salée, le Secours catholique accompagne les gens sur le chemin de la fraternité. Alors, Carlène Thériat, vous avez créé l'association Solidarité Rivière-Salée juste après les émeutes. Quelles sont les actions que vous menez concrètement? Alors, on est plusieurs, donc on est plusieurs fondateurs de l'association, à rappeler. On est un noyau de 4 personnes. Donc, on est de base des habitants de la zone de Rivière-Salée, du quartier de Rivière-Salée sur Nouméa. Et donc, suite aux événements, on a été enclavés pendant 2 semaines. Donc, on ne pouvait pas circuler tout simplement en voiture à l'intérieur du quartier. Et il fallait des personnes vaillantes, telles que nous sommes actuellement, et il fallait se lever, il fallait aider la population de notre quartier. Donc voilà, 4 personnes qui se sont levées au bout d'un certain temps. Sur Rivière-Salée, c'est l'un des plus grands quartiers de Nouméa, donc il comptait 10 000 habitants. Là, actuellement, on est un peu moins. Mais voilà, c'est l'un des plus grands quartiers de Nouméa. Et donc, il y a du travail et le quartier est découpé en 5 secteurs. Donc, nous sommes habitants de différentes zones du quartier. Et donc, du coup, on a procédé autour de notre maison, tout simplement, en allant voir des voisins qui étaient dans le besoin. Justement, Père Jean-Paul Pouillet, de votre côté, est-ce que vous avez senti plus de fragilité parmi vos paroissiens ? C'est le Grand Nouméa qui a souffert des destructions de bâtiments, des infrastructures, mais les répercussions ont été, je pense à une famille, les enfants qui habitaient dans le Grand Nouméa ont perdu leur emploi, et bien la maman a dû réaccueillir la famille chez elle. Quelqu'un d'autre, voilà, il y a comme ça des exemples nombreux. Et il a été bon aussi de pouvoir soutenir des initiatives de solidarité ou aussi de rencontres. Je pense à une initiative d'un groupe de femmes, des Femmes pour la paix sur le Caillou, qui avait proposé un pique-nique, que chaque quartier, que chaque commune organise un pique-nique. Donc il a fallu là aussi faire passer le message et y participer pour aider, pour consoler, pour rassembler, à la fois passer du temps ensemble et puis pouvoir être solidaire avec ceux qui traversaient les épreuves. Carlène, en quelques mots, aujourd'hui, quels sont les besoins prioritaires pour la reconstruction de Nouméa? C'est plutôt de la reconstruction morale déjà,
Pour reconstruire structurellement, il faut que la population va bien ou va mieux déjà. Et après, par la suite, oui, repenser à reconstruire le pays. Donc, je pense plus à une reconstruction morale pour la population. Donc, mettre voilà, le mieux, voilà, le vivre ensemble, en fait, qu'on connaît et que vraiment, il faut remettre à la page. Et par la suite, on peut parler de reconstruction structurelle. Cette reconstruction morale là, qui mène vers l'espérance, elle est aussi portée en Nouvelle-Calédonie par la jeunesse catholique, celle de Caméré notamment et celle de Saint-Louis. Il n'y a pas qu'à l'Église d'ailleurs qu'elle redonne de l'énergie. Les jeunes ne comptent pas renoncer à la création d'un avenir commun. Reportage de Judith Rostin. À Caméré, la fin de l'année de catéchèse rassemble les membres de la paroisse du Bon Pasteur. Des jeunes, comme Sandra, se sont mobilisés pour prendre part à cette rencontre, pensée avant tout pour les enfants. Je trouve ça beau de voir tout le monde réuni au même endroit. Et ça donne foi en l'avenir. Portée par les Focolari, cette fête rassemble les enfants mais aussi toutes les forces vives de la paroisse. Dans un quartier profondément marqué par les événements de mai 2024, ce moment collectif prend une dimension particulière. Une conviction les rassemble, adresser à la jeunesse un message essentiel, continuer d'y croire malgré tout. Je pense que tout n'est pas perdu et que, comme on dit, tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. Et tant qu'il y a de l'espérance, on pourra faire quelque chose. Et quand on voit toute cette jeunesse qui est là, animée par un feu, on y croit forcément. Croire ensemble. Aux côtés de la jeunesse catholique, les paroissiens ont ravivé l'espérance d'un avenir possible pour eux et pour leurs enfants. Après la fête, Sandra et les jeunes se retrouvent déjà pour préparer le prochain rendez-vous. Donc là, les jeunes, on est là pour parler du rassemblement de Canala. Comme vous avez vu, on les a Dans quelques semaines, les jeunes du Bon Pasteur rejoindront d'autres groupes venus de tout le territoire pour un grand rassemblement de la jeunesse catholique à Canala, en province Nord. Vous avez cette chance-là d'avoir un week-end de recollection sur le thème. Le thème de ce week-end, l'espérance ne déçoit pas, donne le cadre. Ce rassemblement ouvre aussi un espace de parole entre jeunes pour revenir sur les événements de mai 2024. Des temps de partage et de réflexion où chacun peut exprimer ce qu'il a traversé et trouver du soutien. Ça nous a tous marqués et donner l'opportunité aux jeunes d'échanger, de libérer la parole sur ce sujet-là dans une unité, ça peut les aider à se sentir mieux. Pour Tala Pohuli, jeune engagé dans l'Église, ce rassemblement à Canala est aussi l'occasion de donner corps à son engagement personnel. Je veux en fait démontrer par mon engagement dans l'Église que n'importe quel jeune peut influencer notre monde en fait et changer quelque chose, changer la perception de ce que les gens ont envers notre Église et envers la jeunesse calédonienne. Ici, à Saint-Louis, le contexte est tout autre. L'église a été incendiée, laissant derrière elle des repères fragilisés, des souvenirs et une confiance ébranlée. Aux côtés de Tess, responsable des jeunes catholiques, le groupe se retrouve pour recréer du lien et faire renaître progressivement une communauté. Ok, la jeunesse, nous formons une seule et même les jeunes. On fait ce qu'on sait faire de mieux, rester soudés, toujours croire en vous, d'accord? Ça, c'est très important. Et surtout, avoir la foi. Ici aussi, les jeunes catholiques veulent remettre leur paroisse en activité et surtout montrer qu'ils sont capables d'unité. Nous, en tant que responsables, nous sommes emmenés justement à leur faire comprendre que l'histoire en elle-même, elle ne peut pas s'effacer. Elle est bel et bien là. Qu'ensemble, on va devoir trouver un moyen de pouvoir, peut-être pas de reconstruire, mais de changer notre façon de voir d'avant, quand il y avait la paroisse. Faire en sorte qu'ils puissent apporter leur manière de voir les choses, avec le monde 2.0, etc. Seulement, il va falloir le faire à bon escient. Cette adaptation se concrétise pleinement à Ploum. Ils sont une vingtaine, venus de différents clochers, issus de différentes ethnies. Ce jour-là, ils animent la messe de la chapelle Saint-Jean-Paul II. Et leur présence est déjà un acte de reconstruction. Et pour tous, la jeunesse catholique insuffle une nouvelle énergie. On peut bien comprendre qu'avec ce qui s'est passé et tout, je dirais qu'on est quand même en manque d'amour.
Et cette jeunesse, elles sont là aussi pour nous montrer le chemin de l'unité, le chemin de l'espérance, le chemin de foi et l'amour. En Nouvelle-Calédonie, la jeunesse se lève, croit encore. Elle chante, espère toujours et rappelle à tout un pays que même après la destruction, l'espérance ne déçoit pas. Alors, Père Jean-Paul Pouillet, cet élan de fraternité qu'on a vu donc, dans le reportage, l'avez-vous vécu aussi dans votre paroisse? Oui, tout à fait. Toutes les paroisses là, ont pu vivre cela. Ce que nous avons vécu en mai 2024 a été, pour une partie, fait par des jeunes, des très jeunes. Et certains ont voulu dire c'est toute la jeunesse qui est comme ça, qui ne comprend pas ou qui est violente. Et en fait, non, le constat qu'on fait, c'est qu'il y a une complexité. Il y a des jeunes qui sont perdus, qui n'ont plus de repères, qui se sentent marginalisés, et d'autres, au contraire, qui en veulent. Et votre reportage est magnifique là-dessus. Et donc, en Brousse, on a senti aussi cela. Dans le reportage, on entendait parler d'un rassemblement de jeunes de Canala, qui, donc, c'est une commune hors de Nouméa. Et donc, c'est beau, ça aussi, qu'il y ait ces échanges à l'intérieur du pays et qu'on ne reste pas cloisonné, la ville, le Grand Nouméa d'un côté et puis la Brousse de l'autre. Et Carlène, est-ce que le rôle des jeunes comme ceux qu'on a vus dans le reportage, est-ce que ça peut jouer un rôle dans l'avenir du pays, d'après vous? Bien sûr, hein, la jeunesse, elle est mise en lumière. C'est même avec elle hein, qu'il faudra avancer parce que c'est les futurs travailleurs, la future population active. On a besoin de cette jeunesse-là. Elle a aussi son point de vue, elle a aussi sa façon de penser. Il faut aussi voir l'évolution, parce qu'il y a aussi l'évolution qui joue beaucoup sur ça. Mais oui, un jeune Calédonien a sa place aussi à son pays. Et donc, je pense que cette jeunesse a besoin d'être entendue, d'être accompagnée, tout simplement être mise en valeur. Donc, oui, la jeunesse, elle est très importante pour l'avenir de ce pays. Justement, Père Jean-Paul, comment les chrétiens peuvent-ils participer à l'unité du pays? Un des défis de la Calédonie, c'est le caractère pluriethnique. Nous sommes de cultures différentes. Les Calédoniens sont d'origines différentes. Et donc, l'accueil de cette différence n'est pas simple. Il me semble que la Bible et le message du Christ nous apprend en disant, mais comme dans une famille, les enfants sont différents, ils ne se sont pas choisis, mais ils ont un père unique et commun et ils peuvent vivre, ils peuvent s'aimer, ils peuvent construire et avancer ensemble. Et je pense que ce message-là que nous expérimentons dans les communautés chrétiennes peut rejaillir et peut être vécu aussi avec tous les habitants, même ceux qui ne partagent pas notre foi. Est-ce que vous avez pu voir, Père Jean-Paul, des signes positifs du désir de travailler ensemble entre les communautés? Ah oui, oui, ça, vraiment, j'en ai des exemples. Je peux prendre un exemple à Ambrousse, où il y a des communautés catholiques et protestantes. Lors du pique-nique, au moment des émeutes, à peine un mois après le début des émeutes, le pique-nique organisé par un mouvement de femmes, eh bien, le pasteur protestant kanak et moi-même, prêtre catholique calédonien, eh bien, on a été ensemble. Je suis allé chercher le pasteur et sa famille chez eux, dans la tribu de Poté, et on est venu au cœur du village de Bouraille, une autre commune, pour ce pique-nique-là. Et voilà, non, il y a une vraie volonté de se rencontrer, d'échanger. Quand à la sortie d'une messe, on a fait un café, un verre d'amitié partagé. Il y a des gens qui ne sont pas spécialement là régulièrement pour la prière, mais qui, quand ils ont entendu parler de ça, on dit ce dimanche, on va venir. Il y a une attente de ces moments de fraternité. Il y a une attente et on peut en témoigner parce qu'on a 2 témoignages d'unité, nous, à vous montrer. On a Marie Gwenaëlle qui a 26 ans, elle est catholique, elle est calédonienne d'origine wallisienne. Et Yannick Kanyapa, 33 ans, il est chef d'un clan kanak. Il nous parle depuis Lifou. Écoutez. Moi, ce qui me fait garder espoir, c'est ma foi. Je suis catholique fervente, très active dans ma paroisse à Rivière-Salée. J'ai fait le choix de rester justement grâce à mon activité dans la paroisse et dans le quartier. Donc si tu es jeune et que tu regardes, je sais que de nos jours, on est très feignants. Donc là, il n'y a vraiment qu'une seule chose à faire. Il n'y a pas à se prendre la tête, juste agir pour autre que sa personne. Ça fait évoluer. Ça fait évoluer le pays, ça fait évoluer le quartier, ça fait évoluer la communauté. Ça fait avancer les choses.
c'est tout ce que je souhaite au pays, d'avancer. J'ai beaucoup d'espoir en la Calédonie et beaucoup d'espoir sur l'avenir parce que la Calédonie, c'est un beau pays avec tous les ethnies. Tous les autres peuples qui sont arrivés ici, il faut bien se mettre dans la tête aussi que ce n'est pas de leur faute qu'ils sont arrivés ici. C'est pas le destin, les obligations, aller chercher l'argent là où il y en a. Donc du coup, pour moi, tous ceux qui sont là, il y a peut-être des gens qui ne veulent pas être là, mais ils sont là, c'est par nécessité. Vivons ensemble, il faut bâtir le renouveau. Moi, je me base toujours sur le sport. Le sport, quand tu mélanges tous les ethnies de Calédonie, ben, on est imbattable. C'est comme dit la parole, tout seul, tu vas plus vite, mais à plusieurs, ben, tu vas plus loin. Voilà, c'est mon petit message de la fin. Et vous connaissez notre émission Tous Frères, nous sommes attachés à notre verbe. Carlène Thériat, justement pour conclure cette émission, à quel verbe pensez-vous, pour inspirer ceux qui nous regardent? Je dirais reconstruire. Et pourquoi? Parce que nous avons besoin de se reconstruire tout simplement, comme je disais, moralement surtout, pour la population. Et dès qu'on sera bien et repenser à la reconstruction matérielle, structurelle de notre pays. Donc voilà, on reconstruit tous ensemble. Et vous, Père Jean-Paul? Eh bien, c'est le verbe vivre que j'ai envie de partager. Vivre parce que toute vie humaine est un don. Les chrétiens disent il y a un créateur qui nous a donné cette vie, on ne l'a pas choisie. Et ça, il faut la respecter. Dans les cultures océaniennes, il y a un grand respect de la vie qui vient d'au-delà de nous. Et je pense que parfois, on l'oublie de respecter notre vie et la vie des autres. Et puis vivre, pour moi, c'est aussi de se dire, vivant dans le réel, arrêtant d'être dans l'imaginaire ou dans les commentaires. Vous voyez, sur les réseaux sociaux, chacun y va, il rajoute et surinterprète le commentaire. Laissons ça, venons vivre avec quelqu'un que l'on connaît, que l'on regarde, à qui on serre la main, avec qui on partage un moment simple. Et c'est cette vie-là que l'on porte déjà et qui doit être mise en valeur. Merci beaucoup. Alors, reconstruisons ensemble et vivons ensemble. Un grand merci à vous, Carlène et Père Jean-Paul. Et puis, figurez-vous que nous aussi, avec Aurélie, nous avons pensé à un verbe. Évidemment, c'est le verbe croire. Alors, croire en un avenir meilleur, ou fidèle à la tradition de la palabre, par exemple, le peuple de Nouvelle-Calédonie saura créer des nouveaux lieux d'échange. Oui, croire que nous pouvons créer des ponts entre les communautés pour construire une vie fraternelle. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.